Bonjour à tous, ravie de vous retrouver après cette petite absence. Et puis, si c'est la première fois que vous passez par là, bienvenue sur cette chaîne où on parle de psychologie et de bien-être et de développement personnel. Et on s'intéresse plus particulièrement aux femmes, mais les hommes sont bienvenus, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question de peut-on être enceinte sans le savoir? Alors, on a beaucoup enfin, on a beaucoup. On a régulièrement des gros titres dans la presse, des histoires d'infanticide abominables avec des bébés dans des congélateurs, etc. Mais le déni de grossesse, c'est une partie émergée de l'iceberg qui est évidemment particulièrement horrible, violente, etc. Mais le déni de grossesse, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, au XVIIe siècle, on commence déjà à parler de méconnaissance de la grossesse. Donc, c'est pas un phénomène qui est récent, c'est pas un phénomène qui serait lié à notre fonctionnement d'une société moderne, technologique, que sais-je. C'est quelque chose qui existe, je vais pas dire depuis toujours, mais qu'on recense au moins depuis les années 1600. Il y a un psychiatre en 1858 qui note que certaines patientes n'ont pas conscien qu'on n'ont pas conscient certaines patientes n'ont pas conscience d'être enceintes. Mais il faut attendre, la fin du 19e siècle pour parler de grossesse inconsciente, sans doute parce que la notion d'inconscient date de cette même période, évidemment. Hem, le terme, par contre, de déni de grossesse est très, récent. Enfin, pour quelqu'un comme moi, si vous avez 20 ou 25 ans, ça va vous paraître, beaucoup plus vieux, mais ce terme date de 1970. Qu'est-ce qu'on appelle le déni en psychanalyse, à l'origine et puis, maintenant en psychiatrie en général? C'est le fait de ne pas avoir conscience de quelque chose, de le reléguer dans l'inconscient parce que c'est jugé inacceptable. Donc, c'est un mécanisme de défense, c'est pas volontaire, hein. Au contraire de la dénégation où, bon, on sait que ça existe, qu'il y a un phénomène comme ça qui nous dérange, mais on préfère pas savoir. Le déni, c'est vraiment inconscient, c'est quelque chose, voilà, de défensif. C'est sinon je vais devenir fou, sinon je vais pas arriver à gérer, sinon je vais m'effondrer, etc. Donc la grossesse est considérée comme impensable. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas la penser. Euh, on peut trouver des dénis qui sont très importants, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement. Ils sont rares. Déjà parce que en général, en France, on prend en charge médicalement la grossesse des femmes et par conséquent, à un moment, il y a une personne extérieure qui va, un médecin, qui va prendre conscience de la grossesse, même si la patiente, elle, est inconsciente de ça. Donc, les gros dénis sont rares. Par contre, on trouve des dénis de grossesse jusqu'à 6, 7 mois. Euh, Souvent, pourquoi bah, la grossesse devient consciente, c'est parce que l'entourage s'en rend compte, hein, parce que le, le- le- le corps s'arrondit, ou la femme s'en rend compte parce que le bébé bouge. On va voir que le bébé bouge aussi plus tardivement chez ces femmes-là, hein. Le bébé s'accorde à la mère et à ses capacités psychiques, hein. C'est assez passionnant. Donc, et le déni 4-5 mois est plutôt fréquent. Je vais pas dire très fréquent parce que, mais plutôt fréquent. Euh, on le voit chez des femmes qui n'écoutent pas leur corps, qui oublient leur corps, et donc qui ne s'aperçoivent de la grossesse que quand vraiment bah, il y a un début de ventre, il y a vraiment, où il y a les premiers mouvements du bébé, ou quelquefois le conjoint s'en aperçoit avant la mère. Et on va voir que le conjoint, il a aussi sa place dans cette histoire-là.
On parle d'une manière générale de déni de grossesse à partir de 14 semaines de grossesse. Si à 14 semaines, vous n'avez pas conscience que vous êtes enceinte, vous êtes en déni de grossesse. Le déni, qu'est-ce qu'il sert à contenir la souffrance? Je peux pas gérer, donc j'ignore. C'est pas quelque chose de rationnel, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment défensif. C'est presque un mécanisme de survie psychique, quoi. Euh, D'une manière générale, la grossesse, c'est quelque chose d'ambivalent. Pourquoi? Parce qu'on se sent puissante, forte, hein, on crée, on co-crée la vie au départ, et puis après, bon, on la soutient, euh, on porte et on donne la vie, et en même temps, on se sent très fragile, hein. On est un écrin pour un petit être qui est très fragile, et puis même si maintenant la grossesse et l'accouchement est très encadré, il y a toujours un peu cette peur plus ou moins consciente de mourir, parce que ben, il y a toujours, et malheureusement, on a un retour des décès liés à l'accouchement, un retour des décès euh, des bébés, de la mortalité infantile. Donc, ça reste ça plus ou moins conscient à l'esprit. Et puis, ben, la surmédicalisation de la grossesse, bah, c'est ambivalent parce que je dois faire tout ça, je dois surveiller, je suis responsable d'une vie, etc. Et puis le côté, mais madame, c'est pas bien, vous avez mangé trop de sucre, ou vous avez pas assez mangé, vous avez pris trop de poids, ou vous n'avez pas fait votre dernière analyse de sang. Ah, c'est que maintenant que vous venez me voir. Enfin, vous voyez, il y a une culpabilisation de la mère. Donc, il y a une ambivalence pour tout le monde, hein, pour toutes les femmes de c'est merveilleux, c'est surprenant, c'était pas prévu, et c'est dangereux, c'est puissant, enfin voilà. Donc chez des femmes plus fragiles, bah, ça peut aller au-delà de cette simple ambivalence, parce que dans le déni, il y a quelque chose euh, de central, c'est qu'on n'arrive pas à se représenter l'enfant. Euh, Quand on tombe enceinte, cette expression est horrible, mais on tombe aussi amoureux, hein. On trouve cette expression dans les deux cas, de tomber. Quand on devient enceinte, on, on se représente l'enfant. Euh, Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? On commence à regarder les vêtements, on commence à penser à l'aménagement de la chambre, on commence à, voilà, à se dire, j'espère, en se voit dans la glace, on dit, ah, bah, j'espère qu'il aura pas mes oreilles, ou j'espère qu'il ressemblera à ma femme, ou, vous voyez, on se représente l'enfant. Dans le dîner de grossesse, c'est impensable. On ne peut pas se représenter l'enfant. Et quand on voit une femme qui ne peut pas se représenter l'enfant, euh, voilà, c'est inquiétant, euh, et parce que, voilà, il peut y avoir eu un déni avant, et parce que ça peut engager la relation mère-bébé ensuite. Euh, Il y a des femmes encore, parce que je disais que maintenant on accouche à l'hôpital pour la plupart, ou en maison de naissance, ou pour certaines femmes à domicile avec des sages-femmes, et malheureusement il y a des femmes qui accouchent seules, et, euh, et c'est pas quelque chose finalement enfin, de naturel. Quand on voit les sociétés moins médicalisées, ou quand on regarde dans le passé, les femmes n'ont pas accouché seules. C'est-à-dire qu'elles accouchaient avec des matrones, elles accouchaient avec des femmes de la famille, elles accouchaient avec des femmes du village, mais elles n'accouchaient pas seules. Ou alors c'était un accident d'accoucher seule. Euh, et le risque, évidemment, quand on a un déni de grossesse et qu'on accouche seul, c'est évidemment de faire disparaître l'enfant, puisqu'il n'existe pas psychiquement, il n'y a pas de raison qu'il existe physiquement.
Et si la femme accouche seule et fait disparaître l'enfant, il est probable qu'à la prochaine grossesse, ça recommence. Parce que de toute façon, le processus psychique, il n'est pas enclenché. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison, sauf événement dans sa vie, mais il n'y a pas de raison pour que la prochaine fois, il n'y ait pas un déni de grossesse. Euh, donc, la grossesse, elle n'est pas la même selon les trimestres. Alors, bon, le premier trimestre, c'est le constat. Je suis enceinte. Il y a un bouleversement, il y a une introspection, il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé. Alors, on le voit en thérapie, par exemple, avec les femmes enceintes. On a des retours de choses qu'on pensait ne pas, ne pas savoir, hein. Euh, pour certaines femmes, c'est l'occasion de faire ressortir, par exemple, des agressions sexuelles dans l'enfance ou des choses qu'elles ont vues, qu'elles ont refoulées, des grosses disputes parentales, des, euh, un harcèlement scolaire, enfin, des choses comme ça qui ont été un peu cachées sous le tapis. Et ben, la grossesse fait ressortir tout ça. C'est finalement un grand ménage et je dirais tant mieux parce que ben, ça permet d'être toute neuve pour l'arrivée du bébé, d'avoir fait un grand ménage de printemps psychique. Donc évidemment, vous savez que pendant la grossesse, les émotions sont à fleur de peau. Euh, bon, c'est difficile physiologiquement parce que voilà, on respire pour deux, on a une circulation sanguine pour deux, euh, on porte l'enfant et puis enfin, des kilos supplémentaires, placenta, etc. Euh, donc voilà. Le deuxième trimestre, on commence déjà, alors déjà avec le processus des échographies, mais on commence déjà à voir l'enfant comme différent de soi, qui va être séparé de soi. On se le représente vraiment, on se projette. Souvent, le premier trimestre, d'ailleurs, on n'en parle pas autour de soi parce on a peur d'une fausse couche. Enfin, et on attend d'être sûr, hein. Donc, le deuxième trimestre, c'est voilà, on est sûr, on voit les échographies, voilà, on voit vraiment le corps de l'enfant. On en parle autour de soi, on cherche un nouvel appartement, etc. Et c'est aussi une période qui est plus calme. On a moins, en général, on a moins, voire on a plus toutes ces nausées, on a moins envie de dormir. Physiquement, c'est le meilleur trimestre, hein. On a plus d'énergie. C'est le trimestre le plus agréable, je dirais. Et puis le troisième trimestre, bon, il y a les angoisses liées à l'accouchement, on se prépare à la séparation, psychiquement et physiquement. On organise un nouveau nid. Je dirais, on passe du ventre à la chambre, puis le corps se modifie énormément. On peut pas nier la grossesse à 7, 8 mois de grossesse. Euh, donc voilà. Alors, comment ça s'inscrit ce déni de grossesse par rapport à tous ces trimestres? Ben, dans le déni de grossesse, le corps, il obéit à la psyché. C'est-à-dire que les femmes qui sont en déni de grossesse, elles grossissent moins. Et l'utérus, au lieu de se développer vers l'avant, il va se développer en hauteur. Du coup, la femme et l'entourage ne voient la grossesse que très tardivement. Euh, les changements physiques sont tardifs au point que souvent, quand la femme réalise avec un soignant qu'elle est enceinte, quand elle le réalise consciemment, le corps se modifie dans les jours qui suivent, voire dans les heures qui suivent. C'est-à-dire que l'enfant, il bascule, l'utérus bascule. Et prend sa place. C'est quelque chose pour les femmes qui travaillent
avec des femmes en déni de grossesse, pour les femmes qui travaillent. Enfin, c'est vrai que il y a des hommes, mais c'est vrai que ce sont plutôt des femmes qui s'intéressent au déni de grossesse. Donc, pour les professionnels qui travaillent avec des femmes en déni de grossesse, c'est assez, flagrant et c'est ce qu'elles témoignent. Et donc, ce bébé-là qui va finalement ne pas bouger, ne pas prendre de place, ne pas obéir à la psyché maternelle, euh, il n'est pas le seul à s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a une contagion, je dirais, du déni entre la femme, le conjoint, la famille, de sorte que le partenaire ne voit pas que sa femme est enceinte. Mais parce que souvent, on va reparler hein, du conjoint de la femme en déni de grossesse, souvent lui-même ça l'arrange inconsciemment. Euh, et la femme qui accouche avec un déni de grossesse, si elle n'est pas prise en charge, c'est terrible pour elle parce que elle ne met pas un enfant au monde, elle se vide. Elle se vide et elle a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on lui arrache du corps et qu'elle va mourir. C'est terrible parce que en plus, paradoxalement, il y a des femmes qui ont besoin d'être enceintes, souvent, parce qu'elles se sentent pleines et épanouies. Dans le déni de grossesse, la femme, quand elle a l'impression de se vider, c'est effrayant. Donc, paradoxalement, elle va retomber enceinte pour être de nouveau pleine. Mais elle n'est pas pleine d'un enfant, c'est un petit peu comme si on lui avait arraché une partie de son corps et qu'elle avait besoin de le retrouver. Donc c'est très ambivalent tout ça. Et un bébé, le bébé s'adapte à la mère euh, parce qu'il y a une interaction qui est très forte, mère-enfant. Donald Winnicott disait, donc c'était un pédiatre et psychiatre, il disait un bébé tout seul, ça n'existe pas. Un bébé, il est porté physiquement et psychiquement dans le ventre de la mère, mais même après. Hein, il a parlé de la théorie du holding, hein, de la façon dont on porte l'enfant, et du handling, la façon dont on prend soin de l'enfant, hand les mains, euh, qui sont constitutifs de la psyché de l'enfant. Et un enfant et un fœtus qui ne sont pas portés psychiquement sont en danger psychique eux-mêmes. Ou étant, je dis un enfant est en danger psychique lui-même. Euh, un enfant, il a besoin d'être porté psychiquement pour qu'on lui donne l'envie de vivre. Euh, le psychiatre hongrois Spitz a défini une théorie qui s'appelle l'hospitalisme en se basant sur justement des enfants euh, hospitalisés dont on ne s'occupait pas et qui sont tombés malades au point d'être... alors, ils mouraient d'abord, beaucoup plus. Euh, ils développaient des formes de psychose, des traits qui font penser à l'autisme. Et on a retrouvé ça quand on a ouvert après la dictature de Ceausescu en Roumanie. On a trouvé comme ça des orphelinats ou des enfants qui étaient placés dans des lits à barreaux et qui étaient juste nourris, changés, y compris des enfants qui étaient plutôt grands et à qui on ne parlait pas, qui ne sortaient pas, qui marchaient pas, qui jouaient pas, etc. Et des enfants qui étaient complètement, bon, qui étaient hein, au sens, euh, qui étaient incapables d'une interaction, qui étaient incapables de langage, qui déprimaient et qui étaient avec des problèmes de santé physique, tout simplement parce que ils n'avaient pas été portés psychiquement.
Hem, on peut trouver, donc chez ces bébés, nés après un déni de grossesse, un déni de leur propre corps, parce que quelque part, ils n'ont pas existé en tant que corps, en tant que chair. Un déni, sensoriel, un déni émotionnel. Hem, mais chez la mère, on peut trouver ces mêmes carences. C'est-à-dire que on n'est pas, une mère en déni de grossesse sans raison, en ayant eu une enfance épanouie. On a soi-même sans doute été, dénié dans son être, dans son identité, dans son corps, dans son psychisme. Un enfant qui est, dont on s'occupe pas, hein, qui n'existe pas, ou au contraire un enfant abandonné, ou un enfant qui est, maltraité, abusé, qui n'est pas respecté finalement. Ça peut être aussi une filiation qui est traumatisante, une filiation psychique qui est impossible. On peut être, je sais pas moi, l'enfant par exemple, l'enfant d'un viol ou l'enfant, d'une relation par exemple avec un Allemand, je sais pas, un SS, en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est soi-même issu d'une histoire impossible et du coup on ne peut pas créer une nouvelle histoire possible. Je sais pas si je suis claire. Hem et le compagnon de cette femme, il est lui-même, il y a lui-même des choses qui sont pas claires dans sa tête. Vous avez des hommes qui n'arrivent pas et pourtant ils ont l'air, tout à fait, normaux, insérés dans la vie, mais qui peuvent pas relier la relation sexuelle à la fécondation, par exemple. Ça donne, des hommes qui, quand leur partenaire, bah, tombe enceinte, et qui disent, «Je comprends pas, mais pourtant, tu prends la pilule?» «Oui, mais il y a aucun, moyen de contraception qui est fiable à 100. Donc bon, il y a des accidents. Ou des hommes qui prennent pas leur, entre guillemets, «responsabilité de père» parce que, finalement, ils ont pas intégré que la relation sexuelle, aussi agréable soit-elle, à l'origine quand même, elle a été créée par la nature pour se reproduire. Donc qu'une relation sexuelle entraîne une naissance, ça n'a rien d'étonnant. Et pourtant, pour certains hommes, c'est quelque chose ce lien n'a pas été fait. Ça peut être aussi des hommes on relate des hommes qui sont taiseux, vous savez, des hommes qui parlent pas, n'expriment pas leurs émotions, qui n'échangent pas, qui n'écoutent pas, euh, qui ne savent pas ce que c'est que l'intimité. Et du coup, ils sont pas capables de voir quelque chose chez leur partenaire, puisqu'ils sont même pas capables de voir des choses en eux. Ça peut être des hommes qui ont eu une enfance très douloureuse et qui sont complètement autocentrés, qui n'ont pas conscience de l'altérité parce que l'autre est dangereux. Donc ils peuvent pas, s'intéresser à leur compagne vraiment, ils peuvent pas être responsables d'un enfant. C'est pas possible pour eux, psychiquement. Et puis vous avez, les femmes pervers les hommes pervers, heu, qui, heu, qui mettent leurs femmes sous emprise, heu, qui les dévalorisent, alors eux peuvent, percevoir la grossesse, mais de toute façon, ils sont tellement, enfin, ils sont tellement dans la destruction de la femme, de leur compagne, qu'elle-même, je dirais, n'est plus. J'ai une image là euh, comme un puzzle qui serait en pièces, quoi. Elles ne sont plus unifiées, elles ne peuvent plus être contenantes puisqu'elles-mêmes elles sont éparpillées. Euh, donc c'est vrai que la presse parle beaucoup des choses comme ça,
des néonaticides, hein, des bébés qui sont tués à l'accouchement, mais c'est très rare. Et heureusement, c'est rare qu'une femme accouche complètement seule. Euh, mais on n'est pas à l'abri de femmes qui accouchent seules et qui ont une bouffée délirante parce que c'est effrayant d'accoucher seule et qui du coup qui ont l'impression d'être morcelées, qui du coup se débarrassent de l'enfant comme d'un morceau, hein, comme elles se débarrassent du placenta. Mais ça reste heureusement anecdotique. Par contre, le déni de grossesse en général n'est pas rarissime, je veux dire. Alors, comment aider une femme? Ce qui est très important, c'est pas de lui dire, «Mais madame, vous êtes enceinte», parce que là, psychiquement, c'est insupportable. Heu, donc il faut y aller doucement, progressivement, heu, l'amener à ressentir son corps, l'amener, alors évidemment surveiller la grossesse, mais ne pas en parler comme une grossesse au tout début. Être dans l'ici et maintenant, surtout pas être dans la projection de après l'accouchement, la naissance, et cetera, hein. C'est, maintenant, ce que vous ressentez physiquement, psychiquement. Heu, voilà, c'est quelque chose, bon après il faut être formé à ça, mais c'est quelque chose de très particulier et passionnant, enfin, que je trouve passionnant. Enfin, vous me direz, vous, si ça vous intéresse comme sujet. Allez, à bientôt.